Je suis arrivée à Paris dans un hiver qui semblait ne jamais finir, en 1973. Un hiver qui ne voulait pas finir. Tout était gris, le ciel, les rues, même les regards. La seule chose colorée que j'avais, c'était le tissu de ma jupe, que ma mère avait cousu la veille du départ. Personne ne m'attendait au débarquement de la gare. Mon nom n'était sur aucune sonnette, juste une adresse, pliée dans mon soutien-gorge. Le bus m'a laissé près d'une station, mais j'ai marché plus d'1 heure avant de trouver l'immeuble. Il était grand, fissuré, ça sentait l'huile brûlée et l'urine. J'ai monté les escaliers sans savoir si j'étais au bon endroit. Chaque étage était plus sombre que le précédent. Au 3e, une femme a ouvert la porte et a juste dit « Ah, c'est toi, entre !» Elle s'appelait Awa, et c'était la cousine du mari de la tante de mon beau-frère. On ne s'était jamais vus, mais elle m'a donné une couverture et m'a partagé la chambre où dormaient déjà 4 femmes. Aucune ne parlait ma langue, mais elles comprenaient mon silence. Le soir, leurs voix devenaient des murmures de nostalgie. Je faisais le ménage la nuit, dans un supermarché. Je tenais le chiffon en pensant à ma mère. Elle disait « Le travail ne tue pas, le mépris, si ». Je souriais aux clients, mais personne ne voyait. J'étais invisible, comme le sol que je nettoyais. Mais je priais, chaque jour. C'est ça qui me tenait debout. Très vite, j'ai appris à marcher dans le froid, à avaler la peur, à marcher vite et parler peu. Paris n'était pas romantique pour moi. C'était juste un endroit dur, qui prenait tout et ne rendait presque rien. Mais là, entre escaliers sombres et café tiède, je commençais à faire peau, comme un escargot sans choix. Parfois, je me demandais si j'avais eu raison, si ma vie aurait été différente, si j'étais restée. Mais je me rappelais ce que j'avais laissé. La sécheresse, la guerre, le silence des hommes. Ici, au moins, je pouvais marcher dans la rue. Même si personne ne me regardait, même si on me confondait avec la poussière. C'est dans ce début rugueux, sur un matelas prêté et avec des chaussures qui blessaient mes pieds, que j'ai rencontré Nadia. Elle n'a pas dit son nom au début. Elle m'a juste tendu un morceau de pain. Et avec le temps, j'ai remarqué que chaque fois que l'air devenait plus humide, ses crises respiratoires s'aggravaient. Quand elle toussait, c'était sec, discret, presque honteux. On se comprenait sans trop parler. Un regard suffisait. Ce silence partagé suffisait. Saint-Denis ne nous promettait rien, aucun avenir, aucun tapis rouge. Mais c'est ce qu'on avait. Les appartements étaient étroits, moisis, avec des cafards qui sortaient des fissures. Mais là, on se reconnaissait. Personne ne riait fort. Les voix étaient basses, fatiguées, comme si chaque mot coûtait de l'énergie. Et pourtant, chacun trouvait une façon de veiller sur quelqu'un. Les femmes arrivaient avec un enfant sur la hanche et un sac sur le dos, presque toutes seules. Les hommes passaient, mais elles restaient, plantées comme des racines sur un sol craquelé. Elles prêtaient une casserole, un médicament, un berceau, un peu de lait. Il y avait une dignité que personne ne nous avait apprise, mais qu'on portait dans la peau. J'ai commencé à voir Nadia comme on se voit dans un miroir. Toujours un foulard noué sur la tête, portant plus qu'elle ne pouvait. Sa fille, encore toute petite, ne pleurait presque jamais. Mais dans ses yeux, il y avait une profondeur, une sorte de poids que seuls les enfants nés au cœur de la lutte portent en silence. Nadia ne demandait rien. Elle offrait une allumette, un sourire, une assiette chaude. C'est comme ça qu'elle existait. Parfois, on s'asseyait dans le couloir, près des escaliers. On échangeait du silence. Parfois, on parlait du temps. D'autres fois, on écoutait juste les pas des voisins et les cris qui venaient qu'un d'en haut. La nuit à Saint-Denis n'était pas faite pour se reposer. Elle était faite pour résister. Chaque femme, une muraille. Chaque enfant, une promesse. Sa fille s'appelait Sabrina, mais je ne l'ai su que bien plus tard,
Au début, c'était juste la fille d'à côté, discrète, toujours cachée derrière la jambe de sa mère. Je ne savais presque rien d'elle. Mais je me souviens du jour où j'ai vu Nadia, essoufflée, assise sur la marche, la main sur la poitrine. La petite ne pleurait pas. Elle regardait, et ce regard m'était resté. C'est à cette époque qu'on a commencé à partager plus que des mots. Parfois des objets, parfois de la nourriture, et parfois des larmes que personne n'a vu couler. On partageait ce qu'on avait, le pain, le savon, et parfois même le silence d'une larme retenue. C'était un accord qu'on ne disait jamais à voix haute, mais que toutes comprenaient. Celle qui avait, donnait. Celle qui n'avait pas, recevait et remerciait d'un regard. Il n'y avait pas de place pour l'orgueil, juste pour survivre. Je me souviens de la première fois qu'on a lavé le linge ensemble, Nadia et moi, dans la cour du fond. L'eau était glaciale, les seaux fendus. Sabrina jouait avec la mousse, et nous, on riait doucement. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la seule façon de ne pas pleurer. Entre deux chemises, Nadia me confiait des bouts de sa vie, comme on déroule un fil. Elle était venue très jeune, enceinte. Elle avait fui une vie que personne ne voulait entendre. Je ne posais pas de questions. J'écoutais. Parfois, elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, levait les yeux vers le ciel et disait « Paf, Dieu voit ». Je hochais la tête. Moi aussi, j'y croyais, même quand tout faisait mal. Les nuits étaient les pires. Le froid passait par les fissures des fenêtres, et Sabrina grelottait malgré 3 couvertures. Un jour, j'ai donné mon vieux manteau à Nadia pour couvrir la petite. Elle n'a pas dit « merci ». Elle m'a juste serré la main, longtemps. Dans ce geste, il y avait tout. La douleur, la foi et la peur du lendemain. Les femmes de l'immeuble ont commencé à se rapprocher. Elles partageaient des secrets. Elles priaient ensemble, échangeaient des recettes, des adresses de guérisseuses. C'était comme si, petit à petit, on construisait une famille d'autres mères, des mères sans choix, des mères qui portaient le monde à 2 mains sans rien demander. Sabrina a commencé à me suivre dans la maison. Elle m'aidait à éplucher les légumes, coiffait mes cheveux, à sa façon. Un jour, elle m'a dessiné avec des crayons de couleur et a écrit « Tati » en dessous. J'ai souri. Mais au fond, ça m'a pesé, parce que je sentais ce qui s'en venait. Et c'est par un matin gris, alors qu'on étendait le linge au fil, et que Nadia toussait plus que d'habitude, qu'on a entendu le bruit d'un papier qu'on collait sur les portes du rez-de-chaussée. Le papier collé faisait un bruit de menace. Il était épais, officiel, avec des lettres en gras. Ce n'était pas un mot quelconque, c'était l'ordre. Évacuation immédiate. Les lettres semblaient la crier. Nadia l'a lu en silence. Puis, elle m'a regardé. Et dans ce regard, il y avait tout. La peur, la fatigue, la certitude que rien ne protégerait notre porte. Nadia vivait 2 portes plus loin. Le couloir entre nous était court, mais dans ces quelques mètres, il y avait tout un monde de complicité. Elle savait quand je pleurais sans bruit. Je savais quand elle avait mal dormi. Sabrina se présentait parfois chez moi sans rien dire. Elle s'asseyait et me regardait, comme si elle attendait que je chante quelque chose. Cette petite avait de grands yeux doux, comme si elle portait trop de questions pour son âge. Elle était fine, mais marchait avec une fermeté qui ne correspondait pas à son petit corps. Un jour, elle est tombée, s'est écorché le genou. Je suis venue nettoyer et elle m'a dit « Ça pique pas, hein ?» Et là, j'ai vu Nadia en elle. Le courage déguisé en calme. Après l'avis d'expulsion, personne ne dormait bien. Les mères parlaient mon bas dans les couloirs. Les hommes, les rares encore là, évitaient les regards. C'était comme si une bombe silencieuse avait été posée entre nous. Et chaque jour, elle clignotait plus vite. Le temps était compté, et on le savait. Nadia a commencé à préparer une petite valise. Juste les papiers,
et les médicaments de la petite. Le reste, on peut perdre, elle a dit. C'était vrai. Le reste, on l'avait déjà perdu tant de fois. Le peu qu'on avait tenait dans des sacs usés. Mais la dignité, ça, on ne pouvait pas nous l'enlever sans combat. La veille de l'expulsion, j'ai entendu des voix étouffées dans le couloir, des prières, des plaintes. Une femme criait de colère au téléphone, une autre serrait son enfant contre elle. Je suis restée debout à la fenêtre, regardant le noir dehors, mais sentant le poids de ce qui arrivait. Sabrina dormait. Nadia, non. Sa toux ne s'arrêtait plus. Et c'est quand les premiers pas lourds ont grimpé l'escalier, encore avant l'aube, que j'ai compris qu'ils n'attendraient Pratch pas le matin. Ils sont arrivés avant le lever du soleil. Ils n'ont même pas frappé. Ils ont enfoncé la porte. Celle du rez-de-chaussée a craqué dans un fracas qui a réveillé tout le bâtiment en un seul bond. Les enfants se sont mis à pleurer. Les mères criaient des prénoms dans le noir. Aucun délai, aucun mot. Juste des bottes au sol, des ordres secs et des gants aux mains. On n'était pas des gens. Juste du volume à dégager. J'ai vu Nadia courir vers la chambre, encore en chemise de nuit. Elle a attrapé Sabrina dans ses bras et a crié mon nom. J'ai traversé le couloir en 2 enjambées. Dehors, des policiers montaient déjà l'escalier. Certains parlaient très bas, d'autres poussaient sans regarder. J'en ai vu un déchirer le rideau d'une voisine avec sa matraque. « Temps écoulé », il a dit, comme s'il parlait d'un déchet. On a pris ce qu'on a pu. Des papiers, des médicaments, une casserole avec du riz, encore chaud. Je tenais un sac avec des vêtements et une poupée de Sabrina. Nadia tremblait. Pas de froid, mais de quelque chose de plus profond. La panique, la colère, l'humiliation, tout en même temps. Et aucun endroit où aller. Aucun nom sur une boîte aux lettres, aucune clé. Dehors, le trottoir était mouillé de rosée et de désespoir. Les enfants marchaient, pieds nus, perdus. Une vieille femme s'est assise par terre et n'a plus bougé, comme si elle attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Le camion de la mairie était garé au coin, grand, blanc, avec des lettres bleues, trop propre pour porter notre douleur. Nadia cherchait le sac des médicaments. Elle fouillait, toussait, criait le nom de sa fille. Sabrina était à côté de moi, accrochée à ma jambe. Je ne disais rien. Je regardais tout comme un film qu'on ne peut pas arrêter. Les voix résonnaient. Le béton semblait plus glacé que jamais. Et c'est là que j'ai entendu la respiration de Nadia, courte, saccadée, comme si elle coulait en plein sol ferme. Ce son m'a glacé de l'intérieur. Respiration serrée, comme si l'air avait disparu du monde. Elle essayait de parler, mais seul un sifflement en sortait. Ses mains cherchaient un appui. Ses yeux roulaient. J'ai crié à l'aide. J'ai crié un nom dont je ne me souviens même plus. Mais personne n'est venu. Ils regardaient, comme si ce n'était qu'une scène de plus, parmi tant d'autres. On nous avait dit que tout ça, c'était pour rénover, que les logements seraient améliorés, que tout le monde pourrait revenir ensuite. Mais la vérité était dans les yeux des policiers. Ce n'était pas le bâtiment qu'ils voulaient enlever, c'était nous. Nos corps, nos enfants, nos odeurs de cuisine, nos prières dans d'autres langues. C'est ça qui dérangeait. Nadia est tombée à genoux, la main sur la poitrine. La petite pleurait, sans bruit, comme si elle savait déjà que, là, pleurer ne servait à rien. Je l'ai prise par derrière, j'ai essayé de retenir son corps, j'ai senti son poids glisser, mou, comme un tissu trempé, et tout en moi s'est brisé. Mais je n'avais pas le droit de tomber, pas maintenant. Une femme a commencé à crier à l'aide, mais la police a dit qu'il y avait déjà une ambulance en route. Mensonge. Ils ont mis du temps. Parce que pour eux, on peut toujours attendre. Même pour mourir, ils nous font attendre. Quand la voiture blanche est enfin arrivée, Nadia ne répondait plus, la tête penchée, et le son s'était arrêté. Sabrina ne bougeait pas.
Elle me regardait, comme si je pouvais remonter le temps, comme si j'étais capable de refaire le monde. Mais j'ai juste pu lui tenir la main. Rester là, sur ce sol humide, entouré de trop de monde et de personnes à la fois. Tout faisait du bruit, mais à l'intérieur, c'était le silence. 2 hommes sont venus, ont posé le corps de Nadia sur une civière comme un sac. Un des policiers a dit « Circulez, madame », mais je n'ai pas bougé. Je suis partie seulement quand j'ai vu le sang de Nadia couler de la marche jusqu'au trottoir, mélangé à la boue. Cette image s'est imprimée en moi comme une tache indélébile. Et elle ne part toujours pas. Et c'est quand j'ai vu Sabrina courir derrière l'ambulance, les bras tendus, que j'ai compris qu'à cet instant, je n'étais plus juste une voisine. J'ai vu ses petites jambes courir après l'ambulance, les bras tendus, comme si elle voulait retenir le monde avant qu'il ne s'en aille. Mais elle n'a pas pu. Elle est tombée à genoux sur la route. Personne ne l'a relevée. Je suis allée vers elle, sans réfléchir. Je l'ai prise dans mes bras comme si elle était à moi. Elle ne pleurait plus. Elle tremblait. Son corps tenait entier sur mes genoux, trop petite pour tant de douleur. Ils étaient venus avec des policiers, des cris, des gants. Mais rien d'autre. Pas de travailleuse sociale, pas d'endroit sûr, pas une seule réponse pour cette enfant devenue orpheline. Juste de la hâte. Hâte de vider, de faire taire, d'effacer. Sabrina n'était qu'une autre gamine sans toit, une tâche à faire disparaître de la carte. On est resté là pendant des heures, au même endroit. Elle accrochée à moi cherchant une force que je n'avais plus. Les autres femmes regardaient, certaines s'approchaient, mais personne ne savait quoi dire. Le silence de ce matin-là était un mur, épais, fait de rage et de peur, comme si le monde s'était arrêté. En fin de journée, la plupart avaient disparu. Ils ont emmené le corps de Nadia, mais personne n'a pris Sabrina. Aucune autorité n'a posé de questions, aucun papier, aucune protection. Et quand le soleil a commencé à tomber, c'est elle-même qui m'a dit « Je veux pas aller avec quelqu'un d'autre, juste toi ». Sa voix était faible, mais son regard ferme. Je ne savais pas quoi faire, mais je ne pouvais pas la laisser. J'ai pris sa main et on est parti. On a marché sans direction, avec juste un sac. Il faisait presque nuit. Les lampadaires clignotaient, comme s'ils hésitaient à nous éclairer. N'ayant nulle part où aller, j'ai décidé de retourner dans ce qui restait de notre bâtiment. Nous sommes entrés dans une pièce vide, sur le sol un morceau de matelas et des couvertures déchirées. J'ai hébergé Sabrina du mieux que j'ai pu, et je lui ai donné les restes que j'avais réussi à garder. Elle a mangé en silence. Cette nuit-là, je me suis réveillée avec elle, recroquevillée contre moi. Ses pieds froids touchaient les miens. Et j'ai compris que mon corps s'était adapté, comme si une place avait été faite, sans que je m'en rende compte. Sabrina dormait. Mais quelque chose en moi ne dormait plus. Et c'est quand j'ai entendu frapper à la porte, sec, rapide, que j'ai compris qu'on n'allait pas nous laisser tranquilles. Le coup frappé à la porte était sec, rapide, comme si on n'avait pas le temps pour la politesse. Je me suis levée lentement, sans lâcher la main de Sabrina. Elle s'est réveillée en sursaut, mais n'a rien dit. Elle m'a juste regardée avec ses grands yeux, attendant que je sache quoi faire. Mais moi non plus, je ne savais pas. Mon corps agissait avant ma tête. J'ai ouvert la porte avec le cœur dans la gorge. C'était une employée de la mairie, jeune, avec un bloc à la main et un regard pressé. Elle a dit qu'elle devait vérifier qui était encore dans les bâtiments. Elle n'a pas posé de questions sur Sabrina. Elle ne l'a même pas regardée. Elle m'a tendu un papier, a demandé une signature, puis a tourné les talons. Comme s'il n'y avait pas d'enfant. Comme si rien ne s'était passé. J'ai refermé la porte doucement. Sabrina était toujours assise sur le matelas. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai regardée. Je ne savais pas par où commencer, mais c'est elle qui a commencé. Elle m'a dit « Ma maman est morte, hein ?» Et j'ai juste hoché la tête. Puis elle a demandé « Tu vas m'abandonner ?» J'ai dit non,
et c'est seulement là qu'elle a pleuré. Dans ses larmes, tout est sorti. Ce qu'elle n'avait pas dit dans la rue, ce qu'elle avait retenu pendant le chaos, même ce qu'elle ne savait pas qu'elle ressentait. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai laissée mouiller ma chemise. Je n'ai pas essayé de consoler. Je suis restée là, priant doucement, demandant à Dieu ce que je n'avais pas, de la force, de la sagesse, du courage. Plus tard, j'ai préparé un bain chaud avec les casseroles, chauffé de l'eau sur un vieux poêle. J'ai lavé ses cheveux doucement, comme si chaque mèche était une racine à préserver. Puis je lui ai mis un de mes vieux t-shirts, trop grand, mais elle a souri en se regardant dans le miroir. « On dirait que c'est à moi », elle a dit. Cette nuit-là, pour la première fois, elle s'est endormie avant moi. Sa respiration était calme, comme si la douleur avait fait une pause. Moi, je suis restée éveillée, les yeux ouverts, écoutant chaque souffle. Et quand le soleil s'est levé, je me suis promis une chose. Elle ne traversera pas tout ça, toute seule. Le lendemain, j'ai dû travailler pour garder notre minimum. J'étais morte de peur, mais j'ai expliqué à la petite Sabrina que mon travail était de nous nourrir. Je lui ai donc appris à se cacher et j'ai laissé un sac prêt avec l'essentiel pour qu'elle puisse l'emporter avec elle et m'attendre sur la place au cas où quelqu'un arriverait. Je suis allée au travail avec une sensation d'oppression dans la poitrine et j'ai passé la journée à prier pour que Sabrina aille bien pendant mon absence. Sur le chemin du retour, priant toujours de la trouver assise sur le vieux matelas, avec sa poupée de chiffon déchirée qui m'attendait, j'ai remarqué que sur les devantures des magasins, il y avait certaines des femmes qui vivaient dans notre immeuble, avec leurs enfants. Je me suis approchée de l'une d'elles et lui ai dit que j'étais revenue au bâtiment. J'ai dit qu'il n'y avait ni lumière ni chauffage, mais que c'était un toit au-dessus de ma tête, en attendant de trouver une autre solution. Quand je m'en suis rendu compte, environ 5 familles partageaient les vestiges de l'ancien bâtiment avec nous. Une dame s'occupait de Sabrina et de ses petits-enfants, et j'ai commencé à travailler l'esprit, tranquille. Les jours semblaient faits de coton sale. Tout était étouffé, figé. L'absence de Nadia remplissait le couloir plus que sa présence ne l'avait jamais fait. Les femmes évitaient de dire son nom, comme si le prononcer à voix haute risquait de briser ce qui tenait encore debout. Sabrina posait peu de questions, mais elle regardait beaucoup. Chaque fois que je passais par là où elle était tombée, j'avais la chair de poule. La crise avait été rapide, violente, comme si l'air avait refusé d'entrer. Et personne n'avait rien fait. Personne ne l'avait prise dans ses bras. Personne n'avait crié assez fort. Elle était tombée là, devant tout le monde. Et elle était restée. Sa dernière crise, son dernier combat. Le trottoir portait encore des traces de boue et de sang, même après la pluie. Je passais devant et je détournais les yeux. Mais l'odeur de métal revenait parfois. Sabrina aussi le sentait. Un jour, elle s'est arrêtée au même endroit et a dit « C'est ici qu'elle est tombée, hein ?» Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste pris la main, doucement, et on a continué. J'ai commencé à préparer le petit déjeuner pour 2, à plier le linge pour 2, à mettre de côté des petites chaussettes et râler pour les tongs traînant par terre. C'est comme ça, sans m'en rendre compte, qu'elle est entrée dans ma routine, et peu à peu, dans mon cœur. Je me disais encore que c'était provisoire, que je m'occupais d'elle jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Mais personne n'est venu. Les autres voisines ont commencé à parler de Sabrina comme sa fille. Pas celle de Nadia, la mienne. Je ne corrigeais pas, je ne voulais pas. Le nom de sa mère était dans ses yeux, mais la présence, maintenant, c'était moi. Et au fond, je savais déjà. Ce n'était plus une enfant perdue, c'était l'enfant de ma vie. Un soir, après l'histoire du coucher, elle m'a pris la main et m'a chuchoté « Si tu meurs, je viens avec toi, d'accord ?» Et j'ai souri, un sourire serré. Parce que là,
J'ai compris qu'elle m'avait choisi, sans cérémonie, sans papier, juste avec l'amour qui reste quand tout manque. Et c'est le lendemain, quand l'assistante sociale est arrivée sans prévenir, que tout mon corps s'est mis en alerte. Elle est arrivée avec un imperméable, une chemise bleue et des pas pressés. L'assistante sociale, elle n'a pas frappé. Elle a crié mon nom dans le couloir, comme si j'étais un dossier. Quand j'ai ouvert, elle parlait déjà. Elle voulait savoir si j'avais un lien de parenté avec Sabrina, si la petite avait un endroit où aller, si elle pouvait l'emmener, comme un colis. Je l'ai regardée et j'ai dit non, que je n'étais ni la mère, ni la tante, mais qu'elle était avec moi, et qu'elle ne partirait pas. La femme a soupiré. Elle a dit qu'elle allait voir ce qu'on peut faire. Avant de quitter complètement les ruines du vieux bâtiment, il a crié « J'espère juste qu'avant qu'il ne te démolisse, tu ne seras plus là. » Et elle est partie comme elle est venue, sans regarder Sabrina dans les yeux, sans lui demander ce qu'elle ressentait. Elle a juste noté quelque chose sur un papier et a disparu sous la pluie. Il pleuvait, une pluie fine, constante, qui mouillait tout de silence. Et le sang de Nadia était encore dans les entrailles du trottoir, mélangé à la boue. Les enfants marchaient dessus, comme s'ils ne voyaient rien. Cette scène a suscité en moi de l'indignation. Personne n'a filmé. Aucune caméra, aucun journal. À la télé, il parlait d'intervention nécessaire, de requalification urbaine, d'opération de sécurité. Aucun mot sur une mort, aucun nom prononcé. Nadia n'existait pas pour eux, ni Sabrina, ni nous. C'est comme si la douleur ne comptait que si elle était filmée. Mais là, dans cette boue avec du sang, l'histoire était vraie. Le soir, on a peu parlé. Sabrina a dessiné une petite maison avec 3 fenêtres et un cœur sur le toit. Elle me l'a donnée en disant « C'est pour nous, quand on sera grande ». J'ai glissé le dessin dans ma Bible et j'ai prié fort, comme si ma prière pouvait devenir mur, toit, sol solide. 2 jours plus tard, l'assistante sociale est revenue, avec un autre papier. Elle voulait savoir si je pouvais formaliser la garde provisoire. Elle a dit que c'était juste administratif. Mais je savais que si je signais, elle deviendrait mienne, sur le papier. Et ça me faisait peur, et courage en même temps. Et c'est quand Sabrina m'a regardée et m'a dit « Si tu dis oui, je partirai plus jamais. » Quand elle a dit ça, « Si tu dis oui, je partirai plus jamais », quelque chose en moi s'est refermé, comme une porte qui se ferme de l'intérieur. Je n'ai rien dit, j'ai juste pris sa main, petite, chaude, moite. Elle a souri, et ce sourire, même timide, même triste. C'était comme si j'entendais un oui venu de Dieu. L'assistante sociale attendait à la porte. Elle m'a tendu le stylo et montré où signer. Je tremblais à l'intérieur. Mais ma main n'a pas hésité. J'ai signé. Voilà. Pas de fête, pas de tampon doré, juste une ligne noire sur du papier blanc. Mais en moi, c'était comme si j'avais dit oui pour toute une vie. Sabrina m'a sauté dans les bras sans demander. Elle a posé sa joue contre mon épaule et elle est restée là. Ce n'était pas de la joie, c'était du soulagement, comme quelqu'un qui retient son souffle depuis trop longtemps et qui respire enfin. Moi aussi, j'ai respiré. Pour la première fois depuis la chute, depuis la dernière toux de Nadia. On a passé le reste de la journée en silence, à laver du linge, à ranger les tiroirs, à trier les chaussettes. Des petites choses, mais à nous. Sabrina parlait seule parfois. Elle inventait des histoires avec des poupées, comme si elle reconstruisait le monde. Et je la laissais faire, parce que c'était comme ça qu'elle commençait à guérir. Le soir, j'ai préparé un riz simple avec des légumes. Elle a tout mangé. Puis, elle a demandé encore. J'ai souri. C'était nouveau. Avoir faim, c'était un signe de vie, de corps qui revient à lui. Et quand elle a fini,
Elle a pris mon visage dans ses 2 mains et m'a dit « Maintenant, on est vrai, hein ?» J'ai voulu dire plein de choses. Mais j'ai juste hoché la tête. Et quand elle s'est couchée, accrochée à mon bras, j'ai compris que ses larmes avaient changé. Ce n'était plus du désespoir, c'était des petites larmes de fatigue, de celles qu'on laisse couler quand on n'a plus peur. Puis, j'ai compris que maintenant, c'était mon tour de ne pas partir. On n'a pas eu le droit de faire un deuil. Pas de bougie, pas de chant, pas de temps. Nadia a été emmenée et enterrée comme une personne sans abri. Personne n'est revenu pour savoir s'il y avait des parents ou des tuteurs. Personne n'a invité les voisins à l'enterrement. Personne ne voulait savoir si Sabrina voulait lui dire au revoir. J'ai appris quelques jours plus tard par un voisin qui nettoyait l'hôpital que Nadia avait été emmenée. J'ai essayé de demander à l'hôpital de me permettre au moins un enterrement simple, mais ils ont refusé parce que je ne pouvais pas prouver mon lien de parenté. L'une des réceptionnistes m'a dit un jour que je n'avais nulle part où mourir et que je n'avais même pas de simple enterrement à offrir. Sabrina écoutait les conversations sans rien dire. Elle s'assit par terre, dans un coin du mur, et resta là. Sa douleur était silencieuse, comme la nôtre. Les femmes se retrouvèrent dans les couloirs, parlaient doucement. Certaines pleuraient, d'autres murmuraient des prières. On se regardait et on savait. S'il y avait eu justice, Nadia serait encore là. S'ils avaient attendu, si quelqu'un avait aidé. Mais ici, nos vies n'ont jamais été prioritaires. Et nos morts, encore moins. La semaine suivante, ils ont démoli une partie du bâtiment, comme s'ils voulaient effacer ce qui s'était passé. Ils ont enlevé les gravats, repeint les murs. Mais l'odeur de la perte restait. Chaque enfant qui passait par là savait. C'était là que la maman de Sabrina était tombée. C'était là que le monde s'était arrêté quelques secondes et que personne n'avait regardé. Sabrina dormait de plus en plus accrochée à moi, et je ne faisais plus semblant que c'était un hasard. Moi aussi, j'avais besoin de cette petite chaleur fragile. Ça me rappelait qu'on était encore là, blessés, mais debout. Ce mois-là, pas de messe, pas de protestation, juste une absence qui résonnait dans chaque escalier. Et le bruit des camions qui venaient chercher les meubles des autres. Une famille de plus, une vie de plus arrachée sans prévenir. Quand j'ai entendu les rumeurs selon lesquelles ils allaient démolir tout le bâtiment, que j'ai su qu'il fallait acte. Quand ils ont dit qu'ils allaient me démolir l'immeuble, quelque chose s'est allumé en moi. Ce n'était pas du courage, c'était de l'instinct. Un appel ancien, qui vient du ventre, même quand il ne porte plus d'enfant. Sabrina dormait sur le matelas, et je la regardais avec un mélange de peur et de décision. Je ne savais pas où aller, mais je savais qu'on ne pouvait pas rester. Je n'accepterais pas de revivre tout ça. J'ai commencé à ranger les affaires doucement, les siennes et les miennes, mélangées. Il n'y avait plus de frontières, une seule vie, une seule valise, un futur incertain, mais partagé. Elle s'est réveillée et a demandé « On part ?» Et j'ai dit « On reste ensemble ». C'était la première fois que je parlais au pluriel. C'était le week-end, et je savais qu'ils allaient venir le démolir lundi. Alors j'ai rassemblé les familles fortes qui étaient là, et je les ai convaincus de louer un endroit pour vivre ensemble. Même si c'est serré, même si on dort l'un sur l'autre. Au moins, nous aurions un abri sûr, où nos forces ne nous seraient pas enlevées. Beaucoup se sentaient en insécurité à cause de la crise financière. Alors je leur ai rappelé que nous avions survécu en partageant pendant des années et que, d'une certaine manière, nous étions tous une grande famille. Seuls, nous n'avions pas grand-chose. Mais si nous mettions le peu d'argent de côté, nous pourrions y arriver. Maintenant, elle était sous ma responsabilité. Sans acte de naissance, sans tribunal, sans annonce, juste par amour. Je n'ai pas fait de promesses. Je n'ai pas parlé d'avenir. Je lui ai mis un manteau, j'ai noué mon foulard sur la tête et on est parti, à pas feutrés, comme des fuyardes, comme des vivantes. Heureusement,
Une vieille maison que j'avais déjà visitée était encore disponible, et la propriétaire, une gentille vieille dame, a accepté de nous accueillir le jour même. Je n'aurais pas pu le payer seul, mais avec les revenus de toutes les familles, nous avons pu le louer. Au début, pendant 3 mois. C'était juste assez pour essayer de sortir de là. La maison avait des portes qui grinçaient, de vieux meubles infestés de termites, une douche qui laissait couler de l'eau et un réfrigérateur dans lequel nous devions passer une corde pour le fermer. Mais ils avaient aussi 2 très grandes chambres et un salon spacieux. Personne n'avait besoin d'un salon, donc notre maison avait 3 chambres que nous partagions par affinité. À la tombée de la nuit, quand nous sommes allés nous coucher, j'ai pu voir le soulagement dans les yeux de ceux qui savaient qu'au matin, ils ne verraient ni matraque ni tracteur. Là, nous étions en sécurité, et cela nous suffisait. Les jours passaient. Je cherchais où nous poser. Un endroit où elle pourrait manger, apprendre, grandir. Ce n'était pas de la charité que je voulais, c'était de l'espace. De l'espace pour planter quelque chose de solide. Sabrina me regardait comme si elle attendait tout. Et en même temps, comme si elle savait que peut-être, rien ne viendrait. Dans ces premiers jours dehors, j'ai appris à dire non. Non à la peur, non à la honte, non à l'idée que je ne pouvais pas. Parce que je pouvais. Pas par force, mais parce que je n'avais pas le choix. Quand tout disparaît, il ne reste que nous. Et là, dans ce vide, j'avais une seule certitude. Nous étions l'un l'autre. Elle dormait dans le coin de mon matelas, recroquevillée, comme si elle ne voulait pas prendre trop de place. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit, effrayée par des sons qui n'existaient là pas. Je lui disais « C'est juste le vent, ma puce. » Et elle refermait les yeux. Mais je savais, ce qui faisait peur, ce n'était pas le bruit, c'était la mémoire. Chaque nuit, avant de dormir, je priais. Je ne demandais pas grand-chose, juste qu'elle rêve, qu'elle dorme entière, sans sursaut, que ses yeux, si fatigués, puissent voir quelque chose de beau là-dedans. Un chant, un rire, un ciel sans police ni cri, une paix inventée, mais possible. Parfois, elle parlait en dormant, elle disait des mots épars. Maman, pain, vite, pas là. Et mon cœur se serrait. Je comprenais tout. Chaque mot était un morceau de ce qu'elle portait. Un portrait de ce qu'on n'efface pas, juste avec des bras. Mais je continuais à lui offrir mes bras, parce que c'est tout ce que j'avais. Le matin, je faisais semblant que tout allait bien. Je préparais le café, je fredonnais un vieux chant, je coiffais ses cheveux doucement. Elle me regardait comme si elle savait que je mentais. Mais elle acceptait le mensonge. Parce que le mensonge aussi protège. C'était notre façon de continuer. On a commencé à créer une routine, petite, faite de gestes. Un bain chauffé à la casserole, un fruit partagé sur un torchon, une histoire inventée avant de dormir. Elle me demandait « T'as déjà eu peur ?» Et je répondais « Tous les jours. » Et elle souriait. Parce que la peur partagée fait moins mal. Dans cette maison louée, entre des sacs empilés et une vieille radio, est né quelque chose que je ne sais pas nommer. Peut-être de l'amour, mais de l'amour avec cicatrice, avec silence, avec fièvre et salut mélangés. Un genre d'amour que seuls ceux qui ont tout perdu peuvent donner. Et c'est quand elle m'a demandé d'écrire son prénom sur une feuille que j'ai compris qu'elle voulait exister tout entière dans le monde. Les jours passaient comme de l'eau sur la pierre. Lentement, mais en laissant des traces. Sabrina m'a appelée Tati. C'était doux. Ça sonnait comme de la tendresse déguisée en respect. Je répondais avec un sourire, en faisant semblant que ça ne me touchait pas. Mais au fond, chaque fois qu'elle le disait, quelque chose en moi se solidifiait. Petit à petit, elle laissait des petits mots avec des dessins. Un soleil, 2 figures qui se tiennent la main, une fleur de travers. Elle signait Sabrina plus Tati.
Je gardais tout dans une vieille enveloppe. Le soir, quand elle dormait, j'ouvrais cette enveloppe comme on lit une prière. C'était des preuves que quelque chose poussait entre nous. Elle a commencé à m'aider plus. Elle prenait le torchon sans que je demande. Elle coiffait mes cheveux avec une brosse trop grande pour sa main. Un jour, elle m'a vue assise et a dit « T'as l'air fatiguée, maman. » Puis, elle s'est reprise. « Tati, je voulais dire… » Mais je n'ai rien dit. Je suis restée là, laissant le silence parler pour nous deux. À partir de ce jour-là, le « maman » revenait plus souvent, en chuchotement, comme on teste l'eau avant de plonger. Je ne corrigeais pas, je ne confirmais pas non plus. Je laissais faire. C'était comme si elle construisait ce mot en moi, un mot qui n'était pas né d'un accouchement, mais d'une perte. Dans la rue, quand quelqu'un demandait, elle disait « C'est ma maman ». Et je souriais. Je ne m'étais jamais sentie autant à ma place, pas par papier, ni par sang, mais parce que j'avais été choisie, par elle, par la vie, par cette histoire qu'on n'aurait jamais écrite, mais qui maintenant était la nôtre. Elle collait ses dessins au mur avec du scotch. Elle faisait des plans à voix haute. Elle disait que plus tard, elle construirait des maisons. « Plus jolies que celle-là », disait-elle. Et je répondais « Avec une terrasse et des fleurs dans le jardin ». Et elle riait. Un rire nouveau, libre, sans l'ombre d'avant. J'ai réalisé que ma petite fille grandissait et avait besoin de franchir une nouvelle étape, l'école. Après avoir beaucoup demandé, j'ai obtenu une place. J'ai dû raconter notre histoire au professeur. Grâce à mes prières, c'était une bonne personne qui, en plus de comprendre, a dit qu'il nous aiderait de toutes les manières possibles. Le premier jour, en me disant au revoir à la porte, Sabrina m'appelait encore tante. Mais quand je suis arrivée l'après-midi pour la récupérer, ses petits bras se sont ouverts aussi grands que son sourire. Ses petites jambes ont couru et elle a laissé échapper un « maman » si sincère que j'en ai été sûre sur le champ. Elle était désormais ma fille. Elle ne venait pas de moi, mais était entrée dans ma vie pour que j'apprenne ce que cela signifiait de prendre soin d'elle. Je n'ai jamais osé corriger. Même quand elle confondait les noms, quand elle m'appelait maman, d'un ton qui testait le temps. Parce que dans son regard, je voyais Nadia. Pas son visage, ni sa voix, mais son geste, sa fermeté silencieuse, cet amour qui se donne sans rien attendre. C'était comme si la mère vivait encore là, en ombre et lumière. Parfois, Sabrina me regardait de côté et souriait, exactement comme Nadia quand quelque chose la faisait rire, mais qu'elle ne voulait pas le montrer. Ce petit sourire retenu, du coin des lèvres. Je le voyais, et mon cœur se serrait. Parce qu'avec l'amour venait aussi la culpabilité, d'être en vie, d'être là, à sa place. Mais je n'ai jamais dit ça à Sabrina. Je n'ai jamais avoué le poids d'être celle qui reste, parce elle n'a pas choisi de perdre sa mère. Elle a juste choisi de continuer. Et moi, j'étais ce qu'il restait. Et peut-être que ça suffisait. Parce qu'au fond, l'amour naît aussi dans les décombres. Il naît là où tout s'est effondré et où, malgré tout, on veut vivre. Je continuais avec elle, jour après jour. On inventait des recettes. On peignait des cartons comme des meubles. On collait des fleurs en papier sur les murs. Tout était petit, improvisé. Mais c'était à elle, c'était à nous. Et ça créait une maison là où il n'y avait qu'un abri. Un après-midi de pluie, elle m'a demandé si je pensais que sa maman nous voyait encore. J'ai répondu avec le cœur, pas avec la tête. Oui, elle voit, et elle sourit. Sabrina a regardé par la fenêtre et a dit « Alors moi aussi je vais sourire, pour qu'elle me voie. » Et j'ai retenu mes larmes, parce que c'était elle qui m'apprenait maintenant. Nadia n'était pas un fantôme chez nous. Elle était présence. Elle était souvenir doux. Elle était silence apaisant. Parfois, je sentais l'odeur de son riz, même sans cuisiner. Ou j'entendais son rire dans les pas de sa fille. C'était une continuité,
Pas magique, humaine, réelle. Et c'est quand Sabrina a posé une vieille photo de sa mère près de son oreiller que j'ai compris qu'elle savait, elle aussi. L'amour ne disparaît pas. Il change juste de forme. Aucune télévision n'a parlé de Nadia, ni du sang sur le trottoir, ni de la fillette orpheline, ni de nous. Ils ont juste montré des images de machines qui cassaient des murs, avec une voix qui disait « Travaux nécessaires ». Nécessaires pour qui? Je pensais. Pour nous, c'était de la destruction. Un deuil avec des casques. Ils montraient des graphiques, des cartes, de jolis projets. Ils promettaient des crèches, des places, de la sécurité. Mais jamais ils ne disaient qui avait été expulsé pour que tout ça arrive. Aucun journaliste n'est venu entendre nos voix. Aucune caméra n'a filmé l'étreinte de Sabrina, accrochée à ma taille. Ça ne rentrait pas dans le journal télévisé. À la radio, ils ont dit que les quartiers s'étaient en amélioration. Des mots élégants. Jamais ils n'ont dit qu'ils avaient démoli des maisons habitées, qu'ils avaient enterré une femme sans nom officiel, qu'une enfant avait dû choisir une nouvelle mère au milieu de la boue. Ça ne fait pas vendre. Ça ne touche pas à l'heure de grande écoute. Mais la mémoire n'a pas besoin d'écran. Elle a besoin de corps, de ceux qui ont vécu. Et chaque fois que quelqu'un faisait semblant de ne pas savoir, je racontais. Même si c'était juste avec les yeux. La douleur a une façon de survivre, même quand on essaie de l'enterrer. Et notre douleur était tenace. Sabrina écoutait tout, en silence, attentive. Parfois, elle demandait « Pourquoi il parle pas de maman à la télé ?» Et je répondais « Parce que quand on meurt pauvre, on ne devient pas une nouvelle, on devient racine. » Elle ne comprenait pas tout, mais elle acceptait. Et elle se mettait à dessiner des fleurs dans les coins des papiers, toujours rouges. J'ai gardé tous les articles, des découpages de journaux, des tracts de la mairie, même les pubs du nouveau lotissement. Je les accrochais au mur et j'écrivais dessus. Ici vivaient des femmes. C'était ma façon de ne pas tout laisser effacer. C'était mon cri sans voix. Et c'est quand Sabrina a écrit « Nadia » en rouge dans l'un de ses dessins que j'ai su qu'elle apprenait, elle aussi, à se souvenir. Ainsi, nos vies prenant forme, nous avons trouvé notre maison. C'était un jeudi matin. Une des voisines a frappé à la porte et a dit « On va voir un endroit. Viens avec nous. » Ce n'était pas une invitation, c'était un appel. Un groupe de mères, presque toutes seules, fatiguées, mais debout. Aucune diplômée, toutes marquées et croyantes. Pas la foi des églises, la foi de celles qui ont tout perdu et continuent. Notre délai de 3 mois touchait à sa fin, et la plupart d'entre nous avions déjà un endroit où aller quand il serait terminé. Je ne gagnais toujours pas assez pour payer tout le loyer moi-même, et mon option serait de louer une seule chambre. Après tout ce que j'ai traversé, depuis le Mali jusqu'à présent, j'ai compris que lorsque le destin vous tend la main, soit vous faites confiance et vous la saisissez, soit vous tombez. On a marché dans les ruelles, évitant les ordures, les chantiers, le mépris. On avançait en silence, comme si parler trop fort pouvait attirer le mauvais regard. Nous sommes arrivés devant un vieux bâtiment, abandonné depuis des années. Le portail était tombé, les vitres cassées. Mais il y avait un toit, des murs. Et pour nous, c'était déjà un miracle. Pas de banderole, pas de slogan, juste des gestes, des mains qui nettoyaient, qui balayaient, qui réparaient un robinet avec du ruban et un vieux balai. Les enfants dessinaient au sol avec du charbon. Sabrina a fait une fleur rouge et a écrit « Maison ». Et là, dans ce trait bancal, quelque chose est né. Le groupe a grandi. D'autres femmes sont venues. Chacune apportait une casserole, une ampoule, une cuillère. On organisait comme on pouvait. Un matelas devenait berceau. Un drap devenait rideau. Le peu devenait tout. Et le silence devenait force. Parce que, quand le monde ne te regarde pas, tu apprends à regarder les autres.
Sabrina aidait comme elle pouvait. Elle portait des seaux d'eau, inventait des chansons pour distraire les plus petits. Le soir, elle s'endormait épuisée dans mes bras. Et moi, je regardais autour. Ces femmes courbées, mais vivantes. Et je comprenais. On construisait avec ce qui restait. Chaque femme a pris un coin. L'une nettoyait, l'autre cousait, une autre plantait des clous. Les enfants couraient avec des bouts de carton sur la tête, jouant à l'avion. Sabrina a peint une fleur sur la porte, avec de la gouache diluée à l'eau de pluie. « Maintenant, c'est chez nous », elle a dit. Et c'était vrai. On a mis en place des tours, cuisine, bain, lecture. Tout était improvisé, mais tout était soigné. Le bâtiment prenait des couleurs, une odeur de nourriture, un bruit de pas léger. Je me réveillais avec des rires, je m'endormais avec des histoires chuchotées. C'était comme si la vie avait trouvé un passage. La mairie avait déclaré ce bâtiment perdu, et comme il était loin, cela n'avait pas vraiment d'importance. Ce n'était pas de la charité, c'était une occupation, une urgence, une colère transformée en soin. Chaque mur nettoyé était un cri que personne n'entendait, mais qu'on sentait, comme une prière faite avec les mains. Une fois que tout le monde était installé dans sa maison, nous avons décidé de quelques règles pour notre communauté féminine. Oui, il y aurait un bâtiment pour loger les mères qui élevaient seules leurs enfants ou les femmes âgées qui n'avaient nulle part où aller. Quand j'ai vu que la majorité avait voté pour cette règle, mon corps s'est figé à l'idée qu'ils allaient m'expulser de là. La même femme qui m'avait appelée est venue me demander si j'allais bien, et j'ai répondu que je n'étais pas mère, mais que j'avais besoin de temps pour réfléchir à la prochaine étape avant de partir. Elle a dit que le professeur de Sabrina avait dit que j'étais sa mère. Je lui ai donc raconté notre histoire, et à la fin, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Oui, tu es une mère. Sabrina et toi êtes les bienvenus, ici, dans cette communauté. Ensemble, nous sommes plus forts. » Mère, le mot me paraissait trop grand, trop lourd, sacré. Et pourtant, c'était exactement ce que je ressentais. J'étais mère. Pas parce que j'avais accouché, mais parce que j'étais là, parce que je veillais, parce que je connaissais l'odeur, la peur, les rêves de cet enfant comme les miens. Parce que sans elle, moi aussi j'étais orpheline. Les autres ont commencé à m'inviter à tout. Réunions, ménage, prières. Elle me donnait un bout de pain avant que je demande. Elle m'écoutait. Elle m'appelait par mon prénom. Pour la première fois depuis mon arrivée en France, je me sentais vue. Pas par la ville, par elle. Et c'était suffisant. Sabrina courait avec les autres enfants, comme si elle avait toujours vécu là. Elle savait déjà où étaient mis les jouets, où se cachèrent les pigeons. Elle revenait en sueur, les cheveux pleins de feuilles, et me disait « C'était le meilleur jour ». Et je la croyais. Parce que son corps respirait autrement, plus léger. Le soir, on s'asseyait toutes par terre dans la grande pièce, chacune avec un enfant sur les genoux ou dans le ventre. Les conversations étaient douces, mais pleines. On riait pour des riens. On partageait la fatigue, la peur, les recettes. Et là, dans ce cercle bancal de femmes fatiguées, j'ai enfin trouvé ma place. Un jour, Sabrina s'est endormie dans mes bras, en écoutant les autres femmes chanter un vieux chant. Et quand sa tête s'est posée sur ma poitrine, j'ai compris. C'était ça que j'avais cherché toute ma vie. Pas un foyer, mais un filet. Un sol qui me retient quand le monde s'effondre. Les murs fissurés ne nous faisaient pas peur. Ce qui faisait peur, c'était l'oubli. Alors on a rempli chaque coin avec des prénoms, des dessins, des prières, des portraits. Tout ce qui pouvait dire « Ici, il y a des gens. Ici, il y a de l'amour. Ici, il y a de l'histoire. » C'est là que Sabrina a appris à lire. Lettre après lettre, mot après mot, assise par terre avec un vieux livre et un doigt lent. Quand elle a réussi à lire « Liberté »
toute seule, elle a levé les yeux et elle a souri. Et moi, j'ai pleuré. Parce que sa liberté, c'était ce qu'il restait de la mienne. Les autres mères ont commencé à parler de rester, pour de bon, de s'organiser, de rendre ce lieu légal, de transformer cette maison en projet. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de demain. Parce qu'il avait un son, une odeur, un nom, et un bout de sol stable, où poser les pieds. Le temps a passé, la communauté a connu des hauts et des bas, mais Sabrina et moi sommes restés là. J'ai dit que ce n'était qu'une question de temps, avant qu'elle ne commence à travailler et à m'aider, et qu'ensemble nous pourrions avoir notre propre maison. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait devenir quelque chose. Ballerine, enseignante, chef, avocate. J'ai ri et j'ai dit que j'étais sûre que quoi que ce soit, elle y excellerait. Et ainsi le temps passa, tandis que nous retrouvions enfin la paix d'esprit. Vivant avec peu aux yeux de la société, mais entre nos yeux, nous savions que nous avions désormais beaucoup. Sabrina a grandi comme les arbres qui résistent nos vents, avec des racines profondes. Elle ne se plaignait jamais. Elle observait plus qu'elle ne parlait. Elle étudiait en silence, cahier sur les genoux, pieds nus. Elle avait des yeux attentifs, des mains fermes et une façon de marcher comme si elle portait déjà le monde sur son dos. Quand elle a dit qu'elle voulait être ingénieure, certaines ont ri. Pas par méchanceté, par peur de rêver trop grand. Mais elle ne s'est pas vexée, elle a juste continué. Elle a passé le concours, est entrée dans une école publique, prenait 2 bus et un train. Elle rentrait tard, épuisée, mais toujours avec un sourire. En vacances, elle est restée à la maison et a dessiné. Des maisons, des toits, des rampes. Elle demandait toujours « Qu'est-ce qui rendrait cette maison meilleure pour une femme fatiguée ?» Elle se souvenait. Des mères au foulard noué, des matelas au sol, des casseroles sans couvercle. Et elle construisait contre ça. Elle a été diplômée avec les honneurs, avec des larmes, avec des gens debout à la cérémonie. J'étais là, avec une robe prêtée et le cœur battant plus fort que pour n'importe quelle naissance. Quand on a appelé son nom, j'ai entendu le mien aussi. Parce que ça, c'était à nous. Sabrina a commencé à travailler dans des projets de logement social. Elle allait de quartier en quartier, de cabane en cabane, demandant ce dont les familles avaient au besoin. Elle disait « On ne construit pas qu'avec du béton, on construit avec l'écoute. » Et chaque fois qu'elle disait ça, je voyais Nadia, bien sûr. Elle n'a pas bâti de château, elle a bâti de la dignité. Dans chaque rampe, chaque porte large, chaque toit bien fixé, il y avait un morceau de la petite fille endormie sur mes genoux. Et je savais, ce qu'on avait arraché à sa mère, elle le rendait au monde, brique après brique. Parfois, elle m'emmenait sur ses chantiers. Elle me donnait un casque, des bottes trop grandes et disait « Marche doucement, maman ». Je riais, pas à cause du casque, mais parce qu'entendre « maman » me prenait toujours par surprise. Ce n'est jamais devenu banal. Ça faisait mal et ça guérissait à la fois. Elle me montrait chaque détail. Ici, il y aura une terrasse. Là, la lumière entre mieux. Cette rampe, c'est pour les fauteuils roulants. Elle parlait avec passion, comme on s'aime. Et moi, je la regardais avec les mêmes yeux, ceux qui l'avaient vue manger du pain dur, dessiner une fleur au charbon, pleurer, en silence. Elle m'a emmenée un jour dans un bâtiment qui était presque terminé. Les murs encore bruts, mais déjà pleins de promesses. On est monté à pied, riant du bruit de mes genoux. Arrivée en haut, elle s'est tournée et a dit « C'est grâce à toi si je suis là. C'est toi qui m'as élevée. » Et moi, je l'ai juste prise dans mes bras. Je n'ai pas pu parler. Ma gorge s'est fermée. Tout le passé est revenu. La pluie, le cri, le sang, le matelas au sol, les nuits de prière, la fleur peinte sur la porte. Tout était là. Et moi, au milieu, essayant de croire que c'était réel.
que cette femme en casque était sortie de mes bras. Elle m'a invitée à déjeuner avec ses collègues. On s'est assises dans un abri qui sentait le ciment et les haricots. Elle riait fort, comme jamais. Elle racontait son enfance, sans douleur dans la voix. Je l'observais. Chaque ride, chaque éclat dans ses yeux était un morceau de ma vie. C'était comme si j'étais moi-même racontée. Parfois, à la fin de la journée, elle me déposait chez moi et restait quelques secondes à regarder par la fenêtre. Elle ne disait rien, juste un sourire. Et je comprenais. C'était de la gratitude, pas celle qu'on dit, celle qu'on vit, celle qui pousse même sans applaudissements. Et c'est quand elle m'a donné une copie de la clé de son bureau que j'ai compris. Je faisais partie de tout ça. Et en parlant de gratitude, chaque année, à la même date, on y retourne. Moi, Sabrina et quelques femmes de l'ancienne occupation. On arrive tôt, sans prévenir personne. On apporte des fleurs dans du papier journal, de la terre dans un seau et une petite bouteille d'eau. On ne fait pas de discours, on ne chante pas, on s'agenouille et on plante. Le béton a encore des traces, une fissure fine, presque invisible, là où il y avait du sang. Certains enfants qui passent ne remarquent rien. Mais nous, on se souvient. On se souvient du cri, de la pluie, de l'odeur, de l'absence restée en écho entre les nouveaux immeubles. Rien n'efface ça. On plante en silence. Une fleur pour chaque souvenir. Une couleur pour chaque perte. Sabrina choisit toujours les rouges. Elle dit qu'elles sont vivantes, qu'elles battent. Je la laisse faire, parce que chaque fleur qu'elle plante, c'est comme un « je me souviens » sans mots. Une étreinte pour la mère qu'elle n'a pas eu le temps de garder. Des passants s'arrêtent, regardent, demandent si c'est une protestation. On ne répond pas. Parce que ce n'est pas contre, c'est pour quelqu'un, pour tous, pour nous, pour l'histoire qui n'est jamais parue dans les journaux, pour le nom qui n'a pas eu de rue, pour la vie qui a continué après la fin. Après avoir planté, on reste un moment assise. Pas pour pleurer, pour être, ensemble. On regarde ce qui est né là où tout s'est effondré. Une femme apporte toujours un petit tabouret, une autre du thé dans un thermos. Et comme ça, on transforme le deuil en rituel. La perte en présence. Au début, il n'y avait que ceux qui se souvenaient. Mais ensuite, les filles et les petites filles ont commencé à arriver. Sabrina y est allée avec un gros ventre une année, puis avec ma petite fille dans les bras pendant 2 années de suite. Jusqu'à ce que ma petite fille, Isabelle, commence à se tenir debout toute seule et à aider avec les fleurs. Elle les adore. Un jour, elle a demandé à sa mère si elle pouvait garder ses fleurs toute l'année, à la maison. Et Sabrina a dit que c'était une excellente idée. Cette année-là, elle a créé un jardin de fleurs pour sa maison et en a incorporé un dans le mien. L'avantage d'avoir une fille ingénieure, c'est qu'elle peut faire des miracles dans de petits espaces. Aujourd'hui, Isabelle dit que lorsqu'elle sera grande, elle voudrait avoir un magasin de fleurs ou vivre à la campagne et avoir beaucoup de fleurs à proximité. À chaque fois que Sabrina entend cela, ses yeux se remplissent de larmes qui ne veulent pas s'écouler. Elle pense que ces fleurs sont le moyen pour sa mère de rester en contact avec sa petite fille qu'elle n'a jamais vue naître ni grandir. Dans mes prières et mes conversations silencieuses avec Nadia, je parle toujours de la vie, en rendant grâce, parfois en demandant pardon, parfois en me demandant si nos destins ne s'étaient pas croisés par hasard. J'ai longtemps réfléchi à la façon dont j'ai pu devenir mère, sans en être capable. La biologie m'a rendue stérile, mais le sang d'une amie a fait de moi une mère. Et c'est pourquoi je tiens ma promesse. Tant qu'il y aura de la force dans mon corps, je n'oublierai pas. Chaque année, je retourne sur ce trottoir pour me souvenir, pour me pardonner, pour être reconnaissant. Sabrina dessine parfois sur le trottoir. Un soleil, un prénom, un mot. Une fois, elle a écrit « Maman ». C'est resté des jours, jusqu'à la pluie. Mais même effacé, on le voyait. Parce que la mémoire,
n'a pas besoin de rester au sol. Il suffit qu'elle reste dans la poitrine. Et c'est lors de cette dernière visite, quand elle a apporté une fleur de son propre jardin, que j'ai compris. La racine était restée vivante. Le sang a coulé ce jour-là. Il était rouge foncé, épais, glissant sur le trottoir fissuré comme s'il cherchait un abri. Il pleuvait. Le bruit de l'eau se mêlait aux cris. Personne n'a pris de photo. Aucun journaliste n'est venu. Mais nous, on a vu. Et ça suffit pour que ça ne s'oublie jamais. Aujourd'hui, on y retourne. Et il y a des fleurs. Beaucoup. Des rouges, oui, comme le sang. Mais aussi des jaunes, des blanches, des lilas. Certaines poussent de travers entre les pierres. D'autres ont été apportées de loin. Chacune est une histoire plantée à la main, avec mémoire, avec soin, avec colère aussi, mais transformée. Sabrina aime toucher les pétales du bout des doigts, comme si elle reconnaissait quelque chose. Elle dit que le béton chuchote, si on sait écouter. Je la crois, parce que le sol garde tout, les chutes, les pas, les corps qui ne sont plus. Mais il garde aussi ce qui naît, même quand personne ne l'attend. Les femmes qui viennent planter aujourd'hui sont d'autres, plus jeunes. Certaines ne connaissent pas toute l'histoire, mais elles savent qu'on plante ici pour quelque chose qui a fait mal. Et ça suffit. La terre ne demande pas de date, elle accueille. Et chaque année, elle accueille un peu plus. Certains voisins râlent, ils disent que ça gêne le passage, que ça salit, que personne ne comprend. Mais nous, on comprend. Et on continue. Parce que quand la ville tente d'effacer, on redessine. Avec des fleurs, avec des mots, avec notre présence. Le sang ne disparaît pas. Il n'a pas besoin. Il devient racine. Il devient couleur. Il devient mémoire que la vie est fragile. Et qu'elle insiste quand même. Et voir une toute jeune fille déposer une petite fleur à côté de la nôtre me donne la certitude que même invisible, l'histoire continuait. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Le corps fatigue plus vite, la mémoire trébuche parfois. Mais certaines choses ne m'ont jamais quittée. Nadia, par exemple. Elle marche encore avec moi. Dans les odeurs, dans les mots, dans le visage de Sabrina, et même celle d'Isabelle. Parfois, je la sens comme un vent doux dans le dos, qui pousse lentement et dit « Raconte ». Pendant longtemps, je me suis tue. Je pensais que ça ne servait à rien, que personne n'écouterait. Mais maintenant, je vois que le silence tue aussi. Qu'oublier, c'est une autre forme de perte. Alors je raconte. Pas pour choquer, ni pour consoler. Je raconte pour que ça reste, pour que les noms ne disparaissent pas, ni les gestes, ni les jours où l'on a résisté avec du pain sec et des draps troués. Je parle de Nadia, de Sabrina, de moi, mais aussi de tant d'autres. Celles sans papier, celles que personne n'a prises en photo, celles qui ont fait un foyer avec des restes et élevé des enfants avec presque rien. Je raconte parce que nous étions nombreuses et que nous méritons d'être retenues comme force, pas comme statistiques. Sabrina dit qu'elle écrira un livre un jour, qu'elle veut tout rassembler, les dessins, les prénoms, les cartes de l'occupation. Elle dit que la mémoire a besoin d'un toit aussi. Et je souris. Parce que c'est vrai. Un souvenir sans abri se perd. Mais ici en moi, il a un toit. Certains pensent que cette histoire est vieille, qu'elle est finie. Mais il suffit de regarder autour, voir qui dort encore dans la rue, qui court encore pour sauver des médicaments, qui est encore traitée d'envahisseuse pour vouloir un toit. L'histoire n'est pas finie, elle a juste changé de visage. C'est pour ça que j'écris, que je parle, même si la voix tremble. Même si ça fait mal, parce que Nadia le mérite, parce que Sabrina le mérite, parce que nous, même oubliés, avons tant construit, et parce que tant qu'il y a mémoire, il y a résistance. Cette histoire n'a jamais fait la une, elle n'a pas été racontée aux actualités, mais elle a eu lieu, en silence, dans la douleur, dans le courage.
Et elle continue, aujourd'hui encore, dans les ruelles oubliées, chez les mères qui se battent avec presque rien, chez les filles qui apprennent à rêver entre les fissures. Si cette voix vous a atteint, c'est que quelque part, le monde sait encore écouter. Partagez cette histoire, honorez ces femmes, plantez une fleur là où le béton veut faire terre. Dites le nom de celles qui n'ont pas eu de rue, parce que se souvenir, c'est résister, et résister, c'est ne jamais laisser l'amour s'éteindre. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, ou si cette personne est vous, écrivez à cette grand-mère. Travaillons ensemble pour donner une voix à la douleur que les nouvelles ne montrent pas, et pour que cela apporte la force de continuer. Ensemble, nous sommes toujours plus forts. Nous sommes